Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé de la stratégie énergétique du Maroc. On va décortiquer ensemble le fameux décret qui impose les audits énergétiques. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple formalité administrative, c'est un vrai levier pour la transition énergétique du pays. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, pour bien comprendre, voilà notre parcours en 5 points. On va d'abord définir l'audit, puis voir qui est concerné, comment ça se passe, qui a le droit de le faire et enfin, ce qui se passe après. C'est parti. Première étape donc, la loi. C'est le décret numéro 2.17.746 qui est vraiment au cœur de toute la politique d'efficacité énergétique au Maroc. Voyons un peu ce qu'il y a dedans. Alors concrètement, un audit énergétique, c'est quoi? Eh bien, c'est assez simple. Imaginez un check-up complet, un bilan de santé, mais pour la consommation d'énergie d'une usine ou d'un immeuble. Le but, c'est vraiment de trouver là où ça pêche, où l'énergie est gaspillée, pour ensuite proposer des solutions concrètes pour économiser et bien sûr pour alléger la facture. Et le décret, il est super précis, il ne laisse vraiment rien au hasard. Il fixe les seuils qui obligent à faire un audit, il dit exactement ce que l'audit doit contenir, à quelle fréquence il faut le refaire, et surtout qui est habilité à le faire. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un cadre clair, un standard de qualité, pour que tout ça soit pris très au sérieux. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que mon entreprise est concernée? Eh bien, la réponse, elle tient à des seuils de consommation bien définis. Et pour le savoir, c'est assez simple, il y a 2 critères à regarder. D'abord, le secteur d'activité, et puis surtout, la consommation totale d'énergie sur une année. Et voilà les chiffres clés à retenir. On voit tout de suite qu'il y a 2 grandes catégories. Pour l'industrie, le seuil est fixé à plus de 1500 TEP par an. Pour le tertiaire et les transports, c'est beaucoup plus bas, 500 TEP. C'est logique, hein, l'industrie consomme beaucoup plus. Au fait, TEP, ça veut dire tonne équivalent pétrole. C'est juste une unité de mesure pour pouvoir comparer différentes sources d'énergie. Donc retenez bien, 1500 pour l'industrie, 500 pour le reste. Ah, mais attention, il y a une exception importante. Si une entreprise a déjà une certification de management de l'énergie, comme la fameuse ISO 50001, elle est exemptée. La logique est plutôt maligne. Si une entreprise a déjà mis en place tout un système pour bien gérer son énergie et qu'elle est certifiée pour ça, on considère qu'elle fait déjà le travail. Pas besoin de lui imposer un audit en plus. Ok, donc une entreprise sait qu'elle est concernée. Concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Le processus est bien cadré, avec des étapes très précises. Et voilà le parcours, en 5 étapes. Premièrement, il faut déclarer sa consommation à l'AMI, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Deuxièmement, nommer un référent énergie en interne. Troisième étape, on fait appel à un organisme externe agréé pour faire l'audit. Quatrièmement, on envoie le rapport final. Et enfin, 5e étape, on remet ça tous les 5 ans. Et oui, ce chiffre, 5 ans, il est super important. Ça veut dire que ce n'est pas un one-shot. C'est un cycle. L'objectif, c'est vraiment de rentrer dans une logique d'amélioration continue, que la recherche d'économie d'énergie devienne un réflexe, une partie de la culture de l'entreprise. Bon, on a vu qu'il fallait faire appel à un expert externe. Mais attention, pas n'importe qui. On ne peut pas juste prendre le premier consultant venu. L'audit doit absolument être fait par un organisme qui a reçu un agrément officiel. La loi est d'ailleurs très claire là-dessus, comme le dit l'article 5. C'est une obligation. Et pourquoi? Tout simplement pour garantir que le travail sera bien fait. C'est un gage de compétence, d'impartialité, bref, de sérieux. Et pour avoir cet agrément, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Il faut montrer patte blanche. Ça va des CV détaillés des auditeurs aux références de projets similaires, en passant par la liste complète du matériel de mesure, qui doit être parfaitement calibré, bien sûr. Ils doivent même fournir un plan de formation sur 5 ans pour leurs équipes. C'est dire si le niveau d'exigence est élevé. Ok, le rapport est envoyé. On pourrait croire que c'est fini, mais pas du tout. C'est même là qu'une nouvelle phase commence, celle de la vérification et du suivi. Et c'est là que l'AME, l'agence dont on a déjà parlé, revient sur le devant de la scène. Son rôle, c'est un peu celui du contrôleur qualité. Elle va éplucher chaque rapport pour vérifier que les données sont bonnes, que les calculs tiennent la route et que les recommandations sont pertinentes. Bref, elle s'assure que le rapport est costaud. Et le processus de vérification suit un calendrier très strict. L'AMEA a 30 jours pour donner son premier avis. Si elle demande des infos en plus, l'entreprise a 3 mois pour répondre. Et si au bout du compte, le rapport n'est toujours pas bon, eh bien c'est retour à la case départ, il faut commander un nouvel audit et à ses propres frais. Ça met une certaine pression pour rendre un bon travail du premier coup. Mais en fait, le plus important, ce n'est même pas le rapport en lui-même. C'est ce qu'on en fait après. Un audit, ça ne sert à rien s'il reste dans un tiroir. Les recommandations doivent se transformer en un vrai plan d'action. Et pour être sûr que ça bouge, la loi oblige les entreprises à envoyer chaque année un rapport de suivi. L'idée, c'est de passer de l'analyse à l'action. Ce qui nous amène à la question finale. Au fond, cet audit obligatoire, faut-il le voir comme une simple contrainte administrative, une paperasse de plus,
ou plutôt comme une véritable opportunité stratégique. Une chance de réduire ses factures, bien sûr, mais aussi de moderniser ses process, d'innover et, finalement, d'être plus compétitif. Tout dépend finalement du regard que l'on porte sur cette obligation.